Les marchés qui augmentent aujourd'hui grâce à Apple, on va voir ça dans un instant. Mais les gains, voilà, sont plutôt modérés avant la décision de la Réserve fédérale demain. Donc mercredi, on va avoir les chiffres de l'inflation et la décision de Jérôme Powell sur les taux. Est-ce qu'il va les maintenir, les baisser, les augmenter? Normalement, il devrait les maintenir. Mais voilà, en tout cas, du vert sur les marchés traditionnels, la bourse. Mais c'est plutôt, voilà, il y a quelques actions qui sont en baisse. Moi, dans mon portefeuille, j'ai beaucoup d'actions qui sont plutôt dans le rouge aujourd'hui. Voilà, il y a surtout Apple et surtout ARM qui augmentent suite à la keynote d'Apple et la présentation des produits d'intelligence artificielle qu'il y a eu. Donc, c'est très bien. On va voir ça juste après. La réunion de la Fed, donc, qui est demain, mercredi. Je serai en direct pour voilà, la décision des taux et le discours de Powell, surtout demain aux alentours de 19-20 heures. Normalement, je devrais être en direct et on verra ce qui sera dit. Et voilà, le rapport là seront publiés donc mercredi, demain, et l'impact pourrait être énorme. Donc tous les yeux seront rivés sur ça. Là, c'est demain, c'est the day, c'est la journée qu'il faut pas louper sur les marchés. On attend beaucoup de la Fed et de Jérôme Powell dans le sens où il doit rassurer les marchés et surtout dans l'espoir qu'il annonce une baisse de taux courant cette année, puisque l'espoir s'est estompé et les investisseurs ne croient plus à une baisse de taux. Et donc, là, pour raviver la flamme un peu sur le marché et un peu de, voilà, de confiance, eh bien, il faudrait que la Fed soit plutôt waukish, enfin, plutôt dovish, c'est-à-dire plutôt avec un discours assez optimiste et qu'ils annoncent qu'ils baisseront les taux. Donc, parce que là, on a les marchés qui sont plutôt, on va dire... Alors, là, il y a un bug. Je vais... Bon, alors là, attendez. Ah, comme par hasard, j'ai un petit bug. Voilà, c'est revenu un peu. Dommage, je suis en plein enregistrement. Donc, on y est, c'est bon. Donc, voilà, regardez, ça c'est l'indice de peur sur les marchés. Et on voit que l'aiguille est revenue ici. Voilà, on était dans le neutre, voilà, ni euphorique, ni peur. Là, on revient vers la peur. Donc les marchés ont à nouveau peur. Voilà, toujours la peur de l'effondrement des marchés. Voilà, parce que la dette est élevée, l'inflation est trop élevée, tout ça. Donc là, on se rapproche de la peur et on a peur que les marchés s'effondrent. Donc, la sénatrice Elizabeth Warren qui appelle justement Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, à réduire les taux d'intérêt. Donc Elizabeth Warren a envoyé une lettre au président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, l'exhortant à envisager une baisse des taux d'intérêt. Cette démarche souligne la pression politique croissante exercée sur la Fed pour ajuster sa politique monétaire. Donc même les sénateurs et plusieurs membres politiques demandent à Jérôme Powell de baisser les taux, puisque ça fait très mal à l'économie américaine. Des taux élevés, ça fait mal aux particuliers, ça fait mal aux ménages, ça favorise pas la croissance. Et donc voilà, elle demande cela, mais c'est à risque, puisque l'inflation n'est pas encore sûre d'être bien baissée et de se stabiliser. Donc voilà, on verra ce que Powell décidera. Mais il a la pression. Et tous les marchés, tous les investisseurs, les traders espèrent qu'il va baisser ses taux bientôt et d'ici, enfin en tout cas au moins il va entamer les baisses de taux au moins en 2024. Donc on verra, son discours est très important, hein. Demain on devrait avoir normalement des taux maintenus, donc il va maintenir ses taux très élevés, hein, aux alentours des 5%. Mais ce qui nous importe, nous, c'est le discours. C'est parce que les investisseurs ont une vision à plusieurs mois. Donc c'est ce qui va déclarer qui va faire surtout bouger les marchés. Donc c'est le discours après la décision des taux là. Donc voilà par rapport à ça. Donc on passe justement aux actions Apple qui atteignent un niveau record après que l'entreprise a dévoilé un logiciel d'IA. Donc Apple qui s'est associé à ChatGPT, voilà, et qui a annoncé pas mal de choses liées à l'intelligence artificielle, pas mal de nouveautés sur les mises à jour des OS, macOS, iOS, tout ça. Et donc là, ça a plutôt été bien pris finalement par les marchés et Apple qui explose au vu qu'ils ont rattrapé leur retard sur l'IA. Donc là, on a l'action qui a explosé
ici. À noter, parce que ça c'est plus caché, mais moi l'action ARM. ARM c'est les semi-conducteurs, là, les puces qui équipent les téléphones d'Apple. Moi c'est ARM que je cible en termes d'action. Puisque ARM non seulement ils sont avec Apple, mais ils sont aussi maintenant avec Microsoft et à travers Qualcomm. Et bientôt avec Nvidia qui vont sortir, voilà. Et ARM c'est vraiment le futur. Déjà dans l'annonce d'Apple, on a compris que Apple, l'intelligence artificielle qui va être utilisée sur les téléphones, voilà, ils seront pas obligés de consulter les serveurs pour exécuter des modèles d'IA sur leur smartphone. Les puces qui sont à l'intérieur, là, donc les puces M3, M4, qui sont basées, c'est des puces ARM, sont assez puissantes pour exécuter les tâches. Après, les tâches les plus complexes, là, va demander voilà, d'aller faire des recherches plus poussées vers les centres de données, vers les serveurs. Mais en tout cas, de manière générale, les puces qui équipent les iPhones sont assez puissantes. Et c'est des puces ARM. Et là, on a même Microsoft. Et là, il va y avoir une guerre pour les PC portables, les PC de bureau, avec des puces entièrement basées sur ARM. Donc là, ARM est en train de s'accaparer tout le marché des smartphones. Android, Apple, tout ça, mais en plus tous les PC, voilà. Et en plus, ARM est avec Nvidia hein, pour les super puces, pour équiper les centres de données. Donc en fait, on va retrouver ces puces à peu près partout, même bientôt plus tard dans la robotique, tout ça. Donc pour moi, ARM est le futur. D'ailleurs, je vais vous le mettre là, tenez. Pour moi, ARM, c'est le futur. Comment dire, le futur Nvidia. C'est pour moi, c'est voilà, c'est eux qui vont prendre toute la croissance plus tard dans la suite là de l'intelligence artificielle, la robotique, les choses comme ça. Donc ça là, c'est les puces qui équipent les smartphones, les PC portables, les choses comme ça. Donc voilà par rapport à ça. Et donc voilà pour Apple. En tout cas, c'est très bien. Voilà, c'est les actions américaines, elles sont toujours en hausse, ils innovent toujours, contrairement aux autres actions étrangères. Donc voilà. Par contre, il y a un sacré problème pour Apple. Elon Musk menace de bannir les appareils Apple si l'intégration avec OpenAI a lieu. Donc Apple, qui est très en retard par rapport à l'IA, a décidé de se mettre en partenariat avec ChatGPT, OpenAI, qui a ChatGPT pour le chat conversationnel, tout ça. Et, et ça, c'est pas du goût d'Elon Musk. Et là, ça va se faire pourtant. Et Elon Musk a dit que si c'est vraiment, ça se fait vraiment, bah, tous les employés se verront être. Enfin, les employés n'auront pas le droit d'avoir des smartphones Apple ou voilà, des iPhones ou des produits Apple dans ces entreprises. Donc, ses propres employés pourraient se voir être voilà, soutirés de leurs appareils iPhone. Donc, enfin, iPhone ou Apple. Donc, et en plus de ça, parce que lui, en fait, Elon Musk, là, c'est un problème de données, en fait. Là, voilà, parce que OpenAI aurait accès à tous les appareils, donc appareils Microsoft et Apple dans le monde, après avoir conclu le partenariat avec Apple. Donc, en fait, c'est que OpenAI, là, et Sam Altman vont avoir toutes nos données. Et ça, Elon Musk ne souhaite pas de ça. Parce que là, ça ferait un grand pouvoir pour ChatGPT, OpenAI. Donc, c'est ça un peu qui dénonce. Et en tout cas, Elon Musk a déjà dit que si Apple intègre le logiciel donc qu'il appelle espion IA Woke de OpenAI, donc ChatGPT là, dans ses appareils, bah lui il pourrait lancer un téléphone Grok intégré. Donc en fait, il va lancer un smartphone concurrent pour concurrencer l'iPhone avec son propre IA Grok pour concurrencer l'iPhone et ChatGPT OpenAI. Voilà. Donc, parce que lui, il estime que c'est de l'espionnage par rapport à la sécurité. En fait, avec les données qu'ils vont avoir sur nous, OpenAI et tout ça, et voilà, ils vont avoir toutes nos données et il veut contrer ça, on va dire. Donc, on verra ça, mais ça promet. Donc, d'autres actualités américaines qui fait la une là, des journaux aux États-Unis. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, coupable dans un procès criminel avec arme à feu. Donc, il a été reconnu coupable, apparemment. Coupable de donc 3 chefs d'accusation. Donc, le jury a rendu à l'instant sa décision dans le procès de Hunter Biden. Et donc, Hunter Biden reconnu coupable de 3 chefs d'accusation dans l'affaire fédérale des armes à feu. Bon, moi, la famille Biden, comme vous le savez, moi, c'est le camp du mal. C'est quand des gens corrompus, tout ça. Voilà, vous le savez déjà. Donc, voilà, il a été reconnu coupable. Pour le coup, lui, contrairement à Trump, lui, je pense qu'il est réellement coupable. Alors que Trump, je pense qu'il cherche plutôt à
à lui mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'il soit élu président, tout ça. Donc en tout cas, Trump a fait une déclaration par rapport à ça, nouvelle déclaration du candidat Trump sur, voilà, sur Hunter Biden. Donc ce procès n'a rien été plus qu'une distraction des véritables crimes de la famille criminelle de Biden. Donc lui, il dit que c'est encore pire, ça là, c'est juste une distraction par rapport à tout ce qu'ils ont commis. Donc, bon. Euh, donc, qui a empoché des dizaines de millions de dollars de la part de la Chine, de la Russie et de l'Ukraine. Donc, voilà. Le règne de Joe Biden, le corrompu sur l'empire criminel de la famille Biden, touche à sa fin le 5 novembre. Et plus jamais un Biden ne vendra l'accès au gouvernement pour en tirer un profit personnel. Donc, lui, Trump, il promet la fin à la famille Biden d'ici les élections. Quand il sera élu, il va mettre fin à la famille Biden. Donc, on verra ça en tout cas. Et donc, Hunter Biden, le fils du président Biden, risque 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de délit d'arme à feu. On verra, après vous le savez, hein, c'est une famille puissante. Donc là-bas, hein, le système judiciaire, là-bas, quand on a de l'argent, en général, on échappe à tout ça. Bon, bah écoutez, on verra ça. Maintenant, il risque une grosse peine. Donc voilà, on passe en Europe, les actions européennes qui clôturent en baisse. Alors que l'attention se tourne donc vers la Fed. Ce qui va se passer demain, la Fed, le discours de Powell et la décision des taux américains, ça impacte toute l'économie mondiale. Et donc, les actions européennes sont tournées vers cet événement-là américain. Et donc, voilà. En tout cas, on a la croissance aussi des salaires au Royaume-Uni qui se maintient. Donc, le Royaume-Uni, ils sont proches des élections. On va voir ça. Donc, en tout cas, le CAC 40 qui perd du terrain. Mais certains y voient une opportunité. Donc voilà, il y a des opportunistes qui vont essayer de profiter de la baisse du CAC 40 venue. Voilà, voilà plusieurs actions hein, des grandes banques ici françaises, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, voilà, toutes les grandes banques se sont effondrées, le CAC 40 en entier, ça c'est suite à l'annonce de Macron de la dissolution voilà, de l'Assemblée, et il va y avoir des nouvelles élections, des élections législatives, pas présidentielles mais législatives, pour élire un Premier ministre et plusieurs ministres qui seront en dessous de Macron pour gouverner. Et donc voilà. Et là, quand on regarde les sondages, on voit que, parce que ça c'est suite à la grande victoire du Rassemblement National pour les élections européennes. Et là, quand on regarde un des premiers sondages hein, par rapport aux élections législatives là, qui vont avoir lieu le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet au deuxième tour, on a, voilà, ici c'est clair, le RN qui l'emporterait à 35% des voix, devant le Front Populaire, donc l'alliance de toute la gauche, c'est-à-dire les écologistes, la France Insoumise, le Parti Socialiste, voilà, toute la gauche entière, donc le Front Populaire à 25%, et donc devant le camp à Macron, là, ensemble, et voilà, et ensuite on aurait les Républicains derrière, et voilà. Et par contre, bon, les Républicains, ils sont en train de se disloquer là, puisque là, on va voir Éric Ciotti qui trahit un peu son camp pour aller chez le RN. Voilà, hein, les opportunistes hein, pour avoir des postes de ministre, tout ça. Et donc voilà. En tout cas, le RN ne s'alliera pas avec Reconquête. Éric Zemmour, il n'est pas trop de la partie. Hein, il veut pas trop s'allier avec le RN. Par contre, Mario Maréchal, qui fait partie du camp d'Éric Zemmour de Reconquête, elle veut briguer peut-être un poste de ministre et elle s'allie. Voilà, elle est plutôt d'accord avec une vision du Rassemblement National. De toute façon, Mario Maréchal Le Pen, c'est la famille un peu à Marine Le Pen. Enfin, c'est la famille à Marine Le Pen. Globalement, ils ont les mêmes idées. Hein. Donc voilà. Mais Éric Zemmour ne veut peut-être pas s'allier avec le RN, mais il veut pas aussi mettre des bâtons dans les roues RN. Il a bien compris que c'est très important ce qui se passe et il veut donner toutes les chances quand même au RN, surtout face à Macron, parce que voilà, lui, pour Zemmour, la gauche et Macron, c'est encore plus dangereux. Donc Zemmour annonce qu'il ne se portera pas candidat aux élections législatives. Donc il va pas faire une campagne pour concourir face à RN, tout ça. Parce que voilà, et le fait qu'il ne fasse pas
qui ne soit pas candidat, en fait, il sait que par-delà, ses électeurs vont aller bah, vers le Rassemblement national, vers le RN. Parce que Éric Zemmour, qui est extrême droite, bah, voilà, il sait que bah, les voix vont plutôt se porter vers ce qu'ils appellent l'extrême droite du Rassemblement national. Donc, il fait ça pour ne pas gêner le Rassemblement national. Donc, il n'est pas avec eux, mais il n'est pas contre eux. Voilà, par rapport à ça. Et donc surtout, voilà, on a Éric Ciotti là qui, très opportuniste, annonce s'allier avec le RN. Et il demande voilà, beaucoup de circonscriptions. Donc Éric Ciotti demande plus de 100 circonscriptions. Donc 100 personnes voilà, à sa circonscription pour rejoindre le RN, tout ça. Marion Maréchal, elle en demande 60. Donc voilà, ce serait des places voilà, dans le camp RN, tout ça. Euh, et bon, Asselineau dénonce ça, hein, des millions d'électeurs vont être dupés. Bon, je suis d'accord avec Asselineau, c'est vrai, mais bon, c'est ce qui va se passer à peu près. Et donc, Ciotti et Marion Maréchal sont opportunistes et veulent intégrer le RN pour peut-être pas, pourquoi pas, briguer une place de ministre et diriger. Pour moi, pour eux, c'est une bonne idée, hein. Je serais eux, je ferais ça. Après, voilà. Pour Marion Maréchal, ça passe. Pour Éric Ciotti, ça passe un peu moins. Là, il y a beaucoup de critiques comme quoi il aurait trahi tout ça. Et même Ciotti qui avait déclaré: je ne voterai jamais Marine Le Pen. Déclaré Éric Ciotti en 2021. Bon, bah, visiblement, il veut les rallier, donc il va certainement voter pour eux. Donc, il a tourné, voilà, sa veste. Voilà, c'est pareil, peut-être Dupont-Aignan va le faire. Là, il se fait tout petit, mais on les connaît, tous ces gars-là. Voilà, des traîtres, ou pas des traîtres, mais des opportunistes. Ils sont là que pour leur carrière, on le sait. Donc voilà. Et voilà, Jordan Bardella, en tout cas, affirme ce soir qu'il y aura un accord entre le Rassemblement national et justement donc les Républicains, d'où vient Éric Ciotti, dans le cadre des élections législatives. Donc voilà, RN, LR et Reconquête, voilà, les partis de droite sont tous en train de s'allier parce que voilà, ils veulent faire plus que l'unification de toute la gauche, tout ça. Donc voilà, il y a des voilà. Moi, ce que je regrette, c'est dans le camp souverainiste là, les Philippot, Asselineau, voilà, il y a qui vous avez Kuzmanovic, vous avez voilà, pas mal d'autres gars là. Enfin, voilà, ils veulent pas s'allier. C'est ça que je regrette. Moi, je suis plus partisan de la sortie de l'Union européenne plutôt que, comme la droite là, rester et essayer de la changer. Ça fonctionnera pas. Ils seront sous la joute de l'Union européenne, là, la mafia européenne, et ils ne pourront rien faire. Et d'ailleurs, Macron tend un piège au RN et propose que le RN justement l'emporte et soit voilà, pose ses ministres et ensuite voilà, ils ne pourront rien faire dans les 3 ans là qui vont suivre. Et ça a montré aux Français où Macron, d'ailleurs, on va aller sur ça là, parce que c'est l'idée de Macron, hein. Ici, par exemple, on a incroyable, hein, le journal allemand Das Bild rapporte ce jour qu'Ursula von der Leyen a été mise dans la confidence par Macron de son projet de dissolution et qui lui a expliqué sa stratégie. Donc Macron, hein, en bon toutou, a expliqué sa stratégie à Ursula von der Leyen. Donc voilà, c'est un piège. Ainsi que, voilà, en fait, elle a tout confié dans une réunion interne de la CDU. Donc en fait, Ursula von der Leyen a confié que Macron lui avait tout dit de sa stratégie. De toute façon, ils sont dans le même camp, ces gens-là, là, ces deux mafieux, là. Ici, là, c'est donc corrompu. Donc... là, apparemment, le calcul de Macron est simple. Prendre tout le monde de court en annonçant des élections à une campagne très courte. Le contexte ne sera pas le même pendant les élections européennes. Selon Macron, dans le meilleur des cas, la sidération générale empêchera le RN de gagner. Bon, Macron, il espérait ça, hein, que tout le monde se s'allie et empêche le RN de passer. Mais sinon, dans le pire des cas pour Macron, le RN réussit à gagner les élections et dispose d'une majorité. Il s'agira alors d'installer Bardella à Matignon et de griller le RN, en le forçant à gouverner sans qu'ils puissent obtenir des résultats conformes à leur programme. Donc en fait, en gros, Bardella serait Premier ministre, mais il ne pourrait pas appliquer son programme. Et en fait, voilà, le tout dans un chaos total.
avec tout ce qui va arriver, voilà, la guerre en Ukraine, voilà, les JO qui se passeraient mal ou des attentats, des choses comme ça. Et voilà, et de façon à ce que Marine Le Pen n'ait plus aucune chance de l'emporter en 2027. Donc le but, c'est de mettre le RN au pouvoir et de les casser et de les empêcher d'appliquer leurs lois et de mettre tout sur leur dos. Comme ça, en fait, de toute façon, je pense que ça, vous le savez déjà. Et comme ça, dans les prochaines élections, les propagandes, là, les médias de propagande discréditent le RN et placent donc Édouard Philippe ou Gabriel Attal en tant que président de la République. Et Macron pourrait jouer une carte dans ça et démissionner de son poste de président ou s'en aller juste avant. Je pense qu'il va bien emmerder le RN au maximum jusqu'à terme. Et juste avant l'échéance, Macron pourrait se dire qu'il n'arrive pas à gouverner et qu'il démissionnerait. Comme ça, il pourrait se réélire, peut-être pas en 2027, mais en 2032. Donc, dans les prochaines élections plus tard, parce qu'il est encore jeune, Macron. Et en fait, s'il démissionne, il pourra se représenter pas pour les prochaines en 2027, mais pour après. Donc, je pense que ça va être sa stratégie. Il va démissionner ou voilà, se désister au dernier moment, juste avant l'échéance. Donc voilà, pour avoir une chance d'être élu. Parce que s'il va à bout de son mandat, il ne pourra plus jamais se représenter. Et donc, ce petit malin-là, je pense qu'il va voilà, démissionner pour, tout à la fin pour se faire réélire après. Donc, on verra sa stratégie. À noter qu'en Europe, les partis pro-crypto gagnent des sièges aux élections européennes. Donc, c'est dans le bon sens des cryptos. Donc ça, on va aller sur les cryptos là juste après, mais c'est juste à noter que les partisans de la crypto sont en train de progresser. Hein. On a vu un progrès là dans les élections européennes des gens pro-crypto. Donc voilà, en tout cas Macron annonce qu'il ne démissionnera pas, hein, quel que soit le résultat des législatives. Donc il ne compte pas démissionner, mais pour moi c'est un leurre. Il ne va pas démissionner. Et peut-être que même il démissionnera pas complètement, mais je pense qu'il va pas démissionner dans le but de casser le RN et de les emmerder jusqu'au bout. Mais je pense, moi, je prends un petit pari qui va démissionner juste à la fin, quelques mois avant voilà, le jour des élections de 2027. Comme ça, il aurait une chance de se représenter en 2032. Donc on verra ça, on prend date et on verra ça. Donc en tout cas là c'est vrai que c'est sûr que quel que soit le résultat il démissionnera pas et pire Macron annonce ça, enfin il va tout faire, il va occuper la place comme il sait le faire. Voilà, Macron annonce qu'il fera 3 interventions par semaine jusqu'aux législatives. Donc chaque semaine il va intervenir 3 fois. Donc il aura une autre visibilité, bien sûr pour discréditer le RN et jeter voilà, cracher son venin sur eux, tout ça. Donc voilà, incroyable qu'il ait le pouvoir comme ça de saisir et de prendre toute la parole. Et pendant que les partis souverainistes, Philippot, Asselineau, eux, n'ont aucun temps de parole et bien sûr font que des 1% voilà, de voix par rapport aux résultats, tout ça. Donc c'est dommage, mais voilà. Donc attention quand même, le Conseil constitutionnel pourrait décider d'annuler ou de reporter les prochaines élections législatives. Macron a fixé ça au 30 juin. Pour le premier tour et au 7 juillet pour le deuxième tour. Mais le Conseil constitutionnel ici dit que ce serait trop court par rapport voilà, au scrutin. L'impossibilité de respecter certaines dispositions législatives dans un délai si court. Donc il juge que c'est trop court. Donc ces élections législatives pourraient être reportées ou à une date un peu plus loin pour avoir le temps de préparer tout ça. Voilà. Après Macron, lui, dans sa stratégie, il a écourté ça pour ne pas avoir le temps, même aux autres partis, de se financer, des choses comme ça, les partis souverainistes ou des choses comme ça. Il veut voilà, emboîter le pas dans la foulée pour que les gens s'empressent de voter RN et qu'il les emmerde comme ça en 2027. Il les empêche de se présenter ou il les discrédite. Donc voilà. Voilà pour la France. Au Royaume-Uni, on a des élections qui s'approchent et Rishi Sunak promet 17 milliards de livres sterling de réduction d'impôts d'ici 2030. Donc voilà, les partis promettent des choses pour obtenir le vote, tout ça. Et donc, voilà. En tout cas, les patrons britanniques de la technologie demandent de se concentrer sur les compétences en IA et sur la croissance lors d'élections à enjeux élevés. Donc voilà, en tout cas, les patrons ciblent l'intelligence artificielle et ciblent
Voilà, des choses technologiques pour, voilà, comme voie à suivre pour le Royaume-Uni. Et donc, je trouve le Royaume-Uni bien plus éveillé que les Français, avec le Brexit, avec les choses. Donc, pour moi, au Royaume-Uni, dans les prochaines années, ça devrait mieux se passer que la France. La France, même Marc Toiti l'a montré là, on est en déficit partout, hein, que ce soit au niveau des retraites, au niveau du commerce. La France s'effondre financièrement à tous les niveaux. Donc en tout cas, et là, on a le CAC 40 qui plonge, voilà, avec l'indécision, là, le rebasculement politique en France, là. Donc les marchés sont en train de s'effondrer, l'économie tombe. Donc en France, tout va mal, tout s'effondre. Donc attention à la catastrophe. Donc en Asie, pas beaucoup d'actualités. Juste une petite actualité qui montre que Singapour est en passe de devenir les leaders, hein, sur le marché de l'or. En tout cas, dans l'accumulation de l'or, tout ça. On sait que la Chine accumule beaucoup, mais à Singapour, c'est en train d'exploser. Ils sont en train de devenir les leaders. Donc voilà, en tout cas, pour l'actualité asiatique, j'en ai plutôt vers la crypto. Là, on y va tout de suite. Donc on passe aux crypto. Et le prix du Bitcoin, donc qui chute en dessous des 68 000 dollars en quelques minutes, liquidant plus de 75 000 traders. Donc voilà, là, je pense, hein, personnellement, que cette chute-là, c'est la dernière avant le grand saut final vers les 100K. Donc voilà, le truc pour casser une dernière fois la psychologie, hein, des gens là, pour les dégoûter un peu, ou pour faire sortir un maximum de gens, et pour liquider un maximum de gars qui parient à la hausse, hein. Voilà, moi-même dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'on est sur le point d'une explosion. Bien sûr, quand je parle d'une explosion, je parle pas à court terme, à la semaine ou au jour, c'est à venir. Et pour moi, je maintiens mes propos. On est sur le point, peut-être d'ici la fin du mois, avec l'approbation des ETF Ethereum Spot, mais on est sur le point. Là, on a une dernière baisse peut-être marquante avant l'explosion finale. Donc voilà, en tout cas, les marchés qui voilà, hein, dans le rouge, voilà, suite à la chute du Bitcoin qui emporte le reste des marchés à la baisse, ça bouge pas. Et aussi, voilà, hein, on a eu hier. Voilà, voilà, le Bitcoin Spot aux États-Unis enregistre des sorties nettes de près de 65 millions de dollars. Donc voilà, on avait de fort volume là les 3-4 derniers jours, avec des entrées nettes de TF Bitcoin. Et là, sur le dernier jour, là, vous voyez une petite bougie rouge hier. Donc là, on a plutôt un afflux sortant. Donc voilà, ce qui a amené le prix du Bitcoin à chuter en dessous des 68 000. Donc voilà, il y a de la volatilité. Les investisseurs, voilà, les traders accumulent, enlèvent des ETF. On ne sait pas trop. Pour l'instant, ça stagne. On a besoin de l'approbation des ETF Ethereum Spot pour donner une nouvelle impulsion là au Bitcoin. Donc voilà. Après, n'oubliez pas, hein, voilà, les 4 dernières décisions de la Fed sur les taux ont toutes connu une chute les jours précédents. Voilà, suivi d'une remontée les jours suivants. Donc, ne vous étonnez pas si demain, après le discours de Powell et l'annonce des taux là, que le Bitcoin chute encore davantage et creuse ses pertes. Là, on est aux alentours des 67 000. Mais si le Bitcoin s'en va à 63, voire 60K, 59 000, ne vous étonnez pas. Ça sera suivi d'une hausse certainement. C'est toujours comme ça. Donc voilà. C'est la dernière. Il faut, moi perso, là, bah, je vais avoir de la liquidité là, à partir de demain ou après-demain. Je vais en profiter pour clairement, fortement recharger et plutôt sur la crypto là. Plutôt sur Coinbase, Ethereum. Voilà. Je me prépare à la prochaine vague de hausse là qui va arriver. Donc voilà, en tout cas, c'est ma stratégie, à chacun de voir. Mais pour moi là, c'est la dernière baisse avant la grosse hausse qu'on attend tous là. Donc on verra ça. En tout cas, et là, il y a des choses qui le montrent que ça va certainement fortement monter bientôt. Donc les soldes des exchanges Bitcoin et Ethereum au plus bas depuis 4 ans. Donc là, on a touché un fond là en termes de réserves sur les exchanges de Bitcoin et Ethereum. L'offre est rare. Donc, et la demande bientôt sera forte. Donc ça va faire un choc de l'offre qui va propulser Bitcoin et Ethereum à des plus hauts et qui va ramener l'ensemble des altcoins à la hausse. Donc patience, et il faut avoir les nerfs solides comme j'ai titré la vidéo là, mais ça s'en vient là. Donc patience. Regardez ici là un exemple, un wallet en sommeil là, donc un portefeuille là qui dormait là depuis plus de 5 ans a transféré 8000 bitcoins vers Binance. En général, quand on a ce genre d'annonce, c'est annonciateur d'une forte explosion des cryptos. Donc voilà, là, on a une baleine qui dormait là depuis 5 ans, qui avait fait aucun trade là, qui n'avait pas fait de mouvement, qui vient de bouger 8000 BTC, qui représente près de 535 millions de dollars.
Donc voilà, hein. Le portefeuille a reçu ses 8000 bitcoins le 6 décembre 2018, alors que le prix était de 3800 dollars pour le prix euh, pour chaque bitcoin, je pense. Donc en tout cas, ici, on a clairement les baleines qui se réveillent, qui commencent à se déplacer. On a ici, vous allez voir, regardez, les ETF à Hong Kong qui sont un peu oubliés, hein, c'est pas les ETF américains, mais là, les ETF à Hong Kong qui ont acheté la baisse du Bitcoin, là le Bitcoin qui a creusé sa baisse, bah, les investisseurs qui achètent du Bitcoin via des produits boursiers, via les ETF là-bas en bourse à Hong Kong, bah, accumulent la baisse là. Ils rachètent du Bitcoin via les ETF à Hong Kong là-bas. Donc, pendant que les gens ont peur et vendent du Bitcoin, les petits particuliers, choses comme ça, bah, les institutions, les baleines et tout ça, eux, accumulent et profitent pour en recharger. Donc, soyez intelligents, faites comme les plus intelligents, là, comme les plus malins, là, les millionnaires, les gros investisseurs, les entreprises, voilà, les États. Accumulez et ne paniquez pas pour la baisse. Vous voyez ? Donc voilà par rapport à ça. Ici, regardez, on a justement l'actualité asiatique, là. La banque d'État chinoise continue d'écrire des lettres d'amour à Bitcoin. Ici, on a la plus grande banque au monde, là. Enfin, la plus grande. Il disait quoi? Parce que... voilà, la plus grande banque du monde, hein. Ici, la ICBC. La banque industrielle et commerciale de Chine, ICBC, la plus grande banque du monde, hein, déclare que Bitcoin surpasse l'or dans ses caractéristiques monétaires et met en avant les qualités de programmabilité d'Ethereum. Donc voilà. Donc pour l'ICB là, pour l'ICBC là, ce qui est je rappelle la plus grande banque au monde, ici là, ils disent que le Bitcoin est meilleur que l'or, simplement. Alors que l'or vaut près de 14 000 milliards. Vous voyez? Que 14 trillions. Donc, et Bitcoin ne vaut que 1 trillion pour le moment. Donc ça vous laisse voir le potentiel de croissance. Surtout que le réseau de Bitcoin le Bitcoin ne va pas servir qu'à être une réserve de valeur, hein. Le Bitcoin va servir à être des moyens de transaction. Et même sur le réseau du Bitcoin, on va utiliser la DeFi, le gaming et pas mal de choses. Donc, ça peut porter pour moi, je vois la capitalisation totale du Bitcoin dans le futur un maximum aux alentours des 20 trillions, hein, voire plus, 25 trillions pour le Bitcoin. Ça laisse un x20 pour le Bitcoin. C'est énorme. Pour moi, à terme, hein, mais bien loin plus tard. Donc voilà. Donc pour moi, oui, le Bitcoin va rattraper l'or certainement. Et le Bitcoin est mieux que l'or. C'est bien plus simple, bien plus transportable, bien plus fluide. Donc voilà. Et aussi, Ethereum présenté comme le pétrole numérique, d'après cette banque-là chinoise. Et donc, on va aller lire ça. Et donc voilà. Ici, il le déclare. Donc Ethereum... ils appellent ça le nouveau pétrole, le pétrole digital. Voilà. Donc Ethereum a continuellement amélioré sa technologie en termes de sécurité, d'évolutivité et de durabilité, fournissant ainsi la puissance technique pour l'avenir numérique. De plus, l'introduction et le développement de pièces stables fournissent un pont permettant au marché des devises numériques de se connecter au monde réel. Donc ICBC a décrit Ethereum comme le pétrole numérique. Vous voyez, rien que ça. Plusieurs personnes appellent Ethereum comme l'Internet décentralisé. Enfin, voilà. Donc, vous voyez que Ethereum, c'est vraiment l'investissement peut-être, hein, du siècle, hein, à venir, là. Parce que tout le monde, là, tous ceux qui sont pressés, les petits investisseurs, ne veulent déjà plus investir sur Ethereum parce que c'est déjà un peu capitalisé. On va tous plutôt sur les nouveaux projets exotiques, tout ça. Mais Ethereum, ça peut faire encore peut-être un x15 à terme, à l'horizon, un x15, voire x20, 25 encore. Vous voyez? À l'horizon, hein, je veux dire, avec quand Ethereum aura englobé toute la tokenisation des actifs réels, voilà, toute la RWA, tout le gaming, toute la DeFi, tous les NFT, voilà, et tout le métaverse de demain, eh bien, voilà. Ça peut valoir extrêmement cher. Et Ethereum, c'est de l'or quasiment. C'est un investissement incroyable et sûr, surtout. Contrairement aux petits projets qui peuvent faire des fois 50 mais qui ne sont pas sûrs, Ethereum, c'est quasiment du sûr, de la grosse probabilité. Et avec les ETF Ethereum Spot, là, c'est peut-être le début de la forte hausse d'Ethereum.
Donc cela fait d'Ethereum le pilier de nouveaux domaines inventifs tels que les NFT et la DeFi. Vous voyez, c'est ce que je dis là. Et s'étend progressivement au réseau d'infrastructures physiques. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, cette grande banque chinoise déclare Ethereum comme voilà c'est quoi? Je sais plus comment ils ont appelé ça, décrit. Bon, j'ai perdu le fil là. Ah, tac, tac, tac. Le pétrole numérique. Le pétrole numérique, bon. En tout cas, voilà. Et donc, Ethereum, c'est pour moi un pari d'avenir. Et je suis investi dessus. Donc, la SEC a ajouté la demande d'ETF Ethereum Spot de ProShare à son site internet. Hein. Donc, en plus de ça, pour Ethereum, les ETF Ethereum sont en approche. Hein. Et la signature des deuxièmes formulaires pour que ce soit approuvé, tout ça. Donc, pour rappel, le dépôt de la demande date seulement du 7 juin. Donc, le 7 juin dernier, ils ont fait une dépôt, là, ProShare. Et là, Ethereum a déjà approuvé cette demande. Maintenant, il reste à signer le deuxième formulaire S1 pour l'approbation finale qui interviendra peut-être dans les 2 à 3 semaines là. Donc on verra ça. Et donc attention aussi à Ethereum, parce que Ethereum a un sérieux concurrent qui pourrait lui ravir justement cette place d'internet décentralisé ou de pétrole digital. Voilà le nouvel pétrole numérique. Donc c'est Solana. Et là, énorme nouvelle. Vous savez, Ondo Finance, là, qui est au cœur là, de la RWA, la tokenisation des actifs, qui a placé des fonds là, sur Ethereum là, via BlackRock, là, des fonds pour le trésor, tout ça. Voilà, des fonds du trésor américain, tout ça. Eh bien, Ondo là, viendrait sur Solana aussi. Et là, ça ouvre la possibilité de Solana voilà, hein, de s'exposer à la Real World Asset. Et donc, là c'est énorme. Solana, regardez. Les projets clés du trésor américain tokenisés comprennent Ondo Finance et Maple Finance. Et donc, voilà. Et tout ça, ça peut reposer même sur Solana. Donc, Solana, là, pourrait ici ravir en fait ravir la Real World Asset, la tokenisation des actifs à Ethereum. Là, regardez, vous avez Ondo et Maple. Maple aussi, c'est des gros là de la Real World Asset. Tout ça sur Solana. Quand on sait que Solana est bien plus utilisé, bien plus rapide, avec moins de frais, Solana pourrait s'accaparer la RWA. Énorme nouvelle. Et ça me hype au plus haut point. Vous imaginez même pas. J'ai l'impression que Solana, en bon outsider, est en train de récupérer tout ce qui se fait bien chez Ethereum et de proposer ça avec des forts volumes et de rafler tout ça avec une vision bien plus moderne, tout ça. Donc Solana, énorme outsider. Solana pourrait être justement ce que l'ICBC, la banque chinoise, a dit, l'internet décentralisé, le pétrole numérique. Bah, ça pourrait être Solana au lieu d'Ethereum. Parce que Solana est en train de réellement prendre cette place-là. Là. Et regardez, encore une preuve, pour la 5e jour consécutif. Maintenant, on parle en termes hebdomadaires, quasiment en termes de semaines. Solana surpasse Ethereum en volume DEX sur 24 heures. Donc en termes de DeFi, là, avant, c'était juste de manière quotidienne que Solana surpassait. Et en général, Ethereum revenait devant. Là, maintenant, c'est des 5 jours d'affilée que Solana surpasse Ethereum en termes de volume. Là, ici, sur la DeFi, mais même bientôt sur le NFT, sur le gaming, tout ça. Donc, on voit clairement que Solana est en train d'être plus utilisé qu'Ethereum. Et là, en s'accaparant peut-être même la RWA, parce que si ça marche sur Solana, attention, hein, ça pourrait ne plus revenir sur Ethereum. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut observer de très près. Par contre, on a une lueur d'espoir sur Ethereum. C'est la layer 2, la couche 2, la base, donc la layer 2 sur Ethereum, il semblerait que ce soit la meilleure layer 2 sur Ethereum, devant Polygon, devant Arbitrum, devant Optimism, qui ont perdu de la force, là, de l'aura ces derniers temps. Mais Base est en pleine bourre. Et c'est Coinbase qui gère derrière. Et ça, c'est l'action Coinbase qui pourra en bénéficier. Et justement, l'entreprise Coinbase hein, qui en mettrait plein les poches là, sur tout ça. Donc voilà, hein. Ici on voit hein, TVL croissante. Voilà. C'est la L2 la plus utilisée hein, sur Ethereum. Peut-être que Base
représente l'avenir d'Ethereum. Peut-être en termes de scalabilité et de frais moindres. Peut-être que tout passera sur Base pour désengorger Ethereum et permettre à Ethereum de dominer. Voilà. Et réseau leader sur Uniswap et AAV. Même les plus gros protocoles voilà, de DeFi là, sur de l'écosystème Ethereum, maintenant, voilà, sont maintenant sur Coinbase et opèrent principalement sur Base, la layer 2 de Coinbase. Donc, c'est peut-être la lueur d'espoir, Base pour Ethereum. Donc, on verra ça. Et voilà, on a une autre layer 2 qui va offrir, qui arrive en concurrence, c'est ZK Sync. Voilà, qui promet d'autres nouveautés aussi. C'est une autre couche 2 sur Ethereum. Et voilà. Et là, ils sont sur le point d'offrir des cadeaux. Hein. Vous savez, les airdrops, les récompenses. Voilà, pour vous exposer, que vous puissiez acheter de leur crypto, tout ça. Et donc voilà, ils sont sur le point, et ZK Sync, d'entrer en concurrence avec Base, Polygon, Optimism, tout ça. Donc voilà pour les nouvelles du jour. On fait pas plus loin. On est déjà à 40 minutes. Bon, c'est toujours assez long. Donc voilà, le résumé complet de l'actualité du jour. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour d'autres actualités. Force à nous, hein. Bonne soirée à tous et bonne semaine en tout cas. Allez, à plus.